Tout ce qui a existé, existe et existera un jour dans notre univers observable. Atomes, planètes, étoiles et galaxies. Non pas seulement ici, mais partout. Tout a un jour été réuni pratiquement au même endroit, confiné dans un volume d'espace minuscule, des millions de fois plus petit que la pointe d'une aiguille. Votre esprit vous hurle dessus avec force de refuser cette idée tant elle paraît insensée. Et pourtant, cette image est probablement très proche de ce qu'est la réalité. Aujourd'hui, on va aller se pulvériser les neurones en nous plongeant dans la fabuleuse histoire de l'origine de notre univers, tout en allant découvrir pourquoi le Big Bang est devenu une réalité pratiquement incontestable. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier NordVPN, le partenaire de cette vidéo, qui soutient régulièrement la chaîne depuis maintenant près de 5 ans. Et pour ça, un immense merci à eux. Pour moi, NordVPN, c'est clairement le plus sûr et le plus rapide VPN du marché. Et vu qu'ils ont toujours un coup d'avance, ils viennent de lancer le pack ultime, dans lequel vous retrouverez absolument tout ce qu'il faut avoir pour évoluer sur le net en toute sécurité. Avec comme toujours un VPN rapide, efficace et sécurisé, une protection contre les logiciels malveillants, un gestionnaire de mots de passe et un bloqueur de publicité des plus efficaces, ainsi qu'un téra de données chiffrées à stocker, mais aussi, et ça c'est nouveau, une assurance cyber-risque qui vous couvrira si jamais vous êtes victime d'arnaques ou d'achats frauduleux. Et tout ça pour à peine 6,26€ par mois. Actuellement, en passant par nordvpn.com/baladementale, pour tout abonnement de 2 ans, vous bénéficiez également de 4 mois d'abonnement gratuit. Et comme toujours, c'est sans risque, puisque c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Encore un grand merci à eux, et sur ce, il est temps de s'attaquer à la plus vertigineuse de toutes les théories. Quelle est l'origine de tout ? Cette question absolument vertigineuse, pratiquement tout le monde se l'est déjà posée au moins une fois. Et pour y répondre, nos cultures et nos religions ont depuis la nuit des temps inventé des cosmogonies, des récits mythologiques cherchant à expliquer la naissance et l'existence de l'univers. Mais ces récits, aussi divertissants soient-ils, ne sont rien d'autre, en l'absence de preuves, que des histoires issues de notre imagination. Et répondre sérieusement à cette énigme est pendant très longtemps resté hors de portée. Et puis, au XXe siècle, avec l'avènement de la science moderne, les choses ont commencé à un peu changer. Car nous sommes désormais capables de retracer et de raconter l'histoire de l'origine de l'univers et de ses premiers instants comme jamais auparavant. Installez-vous confortablement, mettez votre ceinture de sécurité et préparez-vous à plonger au cœur des rouages de l'un des phénomènes les plus désarçonnants que l'on puisse trouver dans notre univers, puisqu'il a contribué à lui donner naissance et à le façonner. Et si je ne m'en sors pas trop mal et après nous être ensemble fait quelques nœuds carabinés au crâne, une fois cette vidéo terminée, vous ne devriez plus envisager l'univers de la même manière. Mais commençons par le début. La théorie du Big Bang nous dit qu'il y a près de 13,8 milliards d'années, la totalité de l'univers que l'on est en mesure d'observer aujourd'hui était contenue dans un volume d'espace, bien plus petit que la pointe d'une aiguille, où régnaient des densités absolument démentielles et des températures de plusieurs milliards de degrés, avant que l'espace ne se mette à se dilater dans des proportions absolument dantesques. Cette affirmation, on est d'accord, semble totalement insensée. En fait, la première fois que l'on est confronté à cette théorie, si l'on est sain d'esprit, nos pensées ont comme un mouvement de recul. Il faut dire que l'idée selon laquelle la totalité de l'univers observable a un jour été confinée dans un volume d'espace dérisoire est ce que l'on peut appeler un sacré morceau à avaler. Et lorsque la théorie du Big Bang est arrivée sur le devant de la scène, au début du siècle dernier, beaucoup de scientifiques la jugeaient comme totalement farfelue. Et si l'on est arrivé à considérer que quelque chose d'aussi étrange a vraiment eu lieu, c'est que cette théorie, bien qu'elle heurte le bon sens avec la délicatesse d'une presse hydraulique, s'est révélée être la seule en mesure d'expliquer nos observations, tout en étant capable de décrire précisément l'état de l'univers primitif, et cela en s'appuyant sur des preuves extrêmement solides. Des preuves qui, inscrites dans le ciel, nous ont permis de retracer l'histoire de l'origine de notre univers et ont fini par faire accepter le Big Bang à des esprits aussi brillants que ceux d'Einstein, qui, dans un premier temps, trouvait lui aussi cette idée invraisemblable. La première de ces preuves, sûrement la plus solide, est inscrite dans le mouvement de l'univers et dans la découverte du fait que l'espace est en expansion. En fait, l'idée du Big Bang a commencé à sérieusement germer dans le cerveau de certains scientifiques, au début du siècle dernier, lorsqu'avec le développement de nos télescopes, l'on s'est rendu compte, en scrutant les grandes profondeurs de l'espace, et en étudiant les galaxies qui s'y trouvent, que partout où l'on regarde, quelles que soient les directions du ciel que l'on étudie, ces dernières s'éloignent de nous à grande vitesse, et ce d'autant plus rapidement que la distance qui nous en sépare est importante. Autrement dit, aux grandes échelles du cosmos, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres,
car la quantité d'espace située entre elles n'a cessé d'augmenter au cours du temps. Cette incroyable découverte, qui prouve que notre univers est en expansion, vous en avez sûrement tellement entendu parler qu'elle ne vous étonne peut-être plus. Mais à l'époque où ces observations ont été réalisées pour la première fois, elles sont venues percuter de plein fouet les représentations du monde les plus couramment admises avec la délicatesse d'une porte en fonte. Il faut bien comprendre que la plupart des astronomes pensaient alors que l'univers était statique et immuable, qu'il avait toujours été tel que nous l'observons et le serait pour l'éternité. Bien sûr, ça et là, des étoiles pouvaient naître et d'autres mourir, mais l'on pensait alors que dans son écrasante immensité, l'univers dans son ensemble avait toujours existé. Mais la découverte de la fuite des galaxies aux grandes échelles est venue nous prouver que nous vivons dans un univers qui n'est pas statique, comme on l'a longtemps pensé, mais dynamique et en expansion. Maintenant que cette idée s'est imposée à nous, on va en suivre le fil et la détricoter jusqu'au bout de ses conséquences. Si l'univers est en expansion dans toutes les directions, et que plus les galaxies sont distantes de nous, plus elles s'éloignent rapidement, alors cela signifie que dans le passé, elles étaient plus proches les unes des autres, comme le confirment d'ailleurs nos télescopes lorsqu'ils scrutent le ciel profond et observent l'univers alors qu'il était beaucoup plus jeune. Par le passé, il y a eu un moment où les galaxies étaient aux grandes échelles, 2 fois plus proches qu'elles ne le sont actuellement. Un autre plus éloigné dans le temps où elles étaient 4 fois plus proches. Un autre encore où elles étaient 8 fois plus proches. Bref, vous avez l'idée, on peut s'amuser à passer le film à l'envers, à rembobiner l'univers. Ou plus précisément à réduire la taille de l'espace dans lequel tenait à l'époque tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et ce faisant, en rembobinant l'histoire de l'univers, l'on constate que l'on passe progressivement d'un cosmos immense, froid et relativement vide, à quelque chose d'étonnamment petit, dense et extrêmement chaud. Car à mesure que la distance entre les éléments diminue, la température et la quantité de rayonnement par volume d'espace ne fait qu'augmenter. Jusque-là, vous suivez le raisonnement, mais poussons-le encore plus loin. À force de réduire la quantité d'espace disponible, on finit par atteindre le point où l'ensemble de l'univers est aussi chaud que la surface d'une étoile. Et la matière contenue dans celui-ci, si compactée que même la lumière ne peut plus circuler. Ok, faisons pause juste un instant. Dire que par le passé, la totalité de notre univers observable était plus chaud que la surface d'une étoile, tout en étant entassé dans un volume d'espace si faible que même la lumière ne pouvait plus y circuler, est une pensée vraiment très étrange. Mais ce qu'il est peut-être encore plus, c'est que si dans des temps extrêmement reculés, l'univers est bien passé dans cet état, on doit pouvoir en retrouver la trace, les preuves inscrites dans le ciel. Que se passe-t-il si, à partir de cet état brûlant et compacté, l'on repasse le film dans le bon sens, dans celui d'une expansion de l'espace ? Eh bien, l'univers plongé dans l'obscurité se dilate, il se refroidit, et soudainement, presque partout en même temps, toute la lumière du monde qui était auparavant piégée se retrouve brusquement, libre de circuler. Ainsi, ce moment précis où l'univers est passé presque instantanément d'opaque à transparent a dû s'accompagner d'une sorte de flash lumineux, baignant le cosmos tout entier. Et ce flash, cette lumière jaillissante dont la théorie du Big Bang prévoyait l'existence, on a fini par en retrouver la trace. Voici le fond diffus cosmologique, aussi parfois appelé rayonnement fossile ou CMB. Cette image est celle de la lumière la plus ancienne de l'univers, une lumière des origines que l'on capte au moyen de radiotélescopes, quelle que soit la direction du ciel que l'on observe, et qui se propage librement dans le cosmos depuis la fin de la nuit des temps, depuis le moment où la lumière a pu se mettre à circuler dans l'univers. Cette image regorge d'informations sur l'état de notre univers primitif, et je ne vais pas trop m'y attarder car elle mérite à elle seule une vidéo dédiée. Le truc à retenir ici, c'est que vous avez beau tourner la question de son origine dans tous les sens, la présence en chaque point de l'espace de ce rayonnement est presque impossible à expliquer autrement que par le fait que l'univers observable se soit par le passé momentanément retrouvé dans un état extraordinairement plus petit, plus chaud et plus dense qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce rayonnement fossile est l'une des preuves les plus solides du Big Bang, car elle ne repose pas sur des équations ou des modèles. Elle vous saute aux yeux. Il suffit de regarder le ciel dans le domaine des ondes radio pour qu'elle vous percute. Si ce rayonnement est aujourd'hui situé dans une gamme de longueur d'onde imperceptible à nos yeux, si il ne fait pas briller toutes les régions du cosmos de mille feux, alors qu'il a été émis à un moment de l'histoire où l'univers avait la température d'une boule de feu, c'est que, depuis son émission, il n'a cessé de voyager dans un espace qui, en se dilatant,
la refroidit. Ainsi, lorsque l'univers est passé d'opaque à transparent, l'intensité du rayonnement qui s'est retrouvé libre de circuler était considérable, et l'univers en entier était alors baigné d'une puissante lueur orangée, qui s'est lentement assombrie, a décliné vers le rouge, avant de sortir du domaine du visible. Et après avoir passé 13,8 milliards d'années à fuser dans un espace en expansion, le rayonnement fossile a perdu de sa superbe, au point où ses longueurs d'onde ont été tellement étirées qu'il nous parvient aujourd'hui sous la forme d'un infime murmure radio fatigué. Et là où c'est d'autant plus fabuleux, c'est qu'avant même d'avoir été détecté pour la première fois au milieu des années 1960, les caractéristiques de cet étonnant bruit de fond lumineux avaient été prédits avec une précision aussi extraordinaire qu'effarante par la théorie du Big Bang, qui avait anticipé que cette lumière jaillissante et fatiguée par 13,8 milliards d'années de voyage dans un espace en expansion devait aujourd'hui posséder une température d'à peine moins 270 degrés Celsius. Précisément la valeur qu'on lui a trouvée. En mesurant les taux d'expansion de l'espace et son âge, on a même pu calculer que cette lueur des origines a été émise alors que l'univers observable était âgé d'à peine 380 000 ans, et que son diamètre était alors près de 1000 fois plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais laissons le rayonnement fossile de côté et tentons de remonter encore plus loin dans le temps. On l'a vu, le problème c'est qu'au-delà de l'émission du CMB, on ne peut plus rien voir. Car les 380 000 premières années d'histoire de notre univers sont plongées dans le noir, et nous sont donc cachés par la matière qui était alors si dense que la lumière en était en quelque sorte prisonnière. Sauf que l'on peut tout de même continuer à rembobiner aussi loin que nos connaissances des lois de la nature nous permettent d'aller, et se poser la question des conséquences provoquées par un univers toujours plus chaud, toujours plus petit, toujours plus dense, jusqu'à un moment souvent décrit comme celui qui suit de près sa naissance, où toute la matière de l'univers se retrouve entassée pratiquement au même endroit. C'est ambitieux, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais ne brûlons pas les étapes, et reprenons le fil de notre histoire à rebours, juste avant que le rayonnement fossile ne se mette à circuler. L'univers est alors entièrement plongé dans le noir, et la partie que l'on peut en voir aujourd'hui était contenue dans un volume d'espace, des millions de fois plus petit que celui qu'il occupe aujourd'hui. Âgé de seulement 380 000 ans, sa température est alors comparable à celle de la surface de bon nombre d'étoiles. Et tout point de l'espace est chauffé à quelques 2700 degrés Celsius. Une température suffisante pour que toute la matière de l'univers soit sous forme de plasma, une sorte de soupe de protons et d'électrons, dont les propriétés empêchent les photons, les particules de lumière, de passer. Et si l'on continue à rembobiner l'univers en direction du début des temps, si la quantité d'espace disponible continue à diminuer et les températures continuent de grimper, on finit par atteindre un moment de son histoire situé à quelques minutes tout au plus de l'hypothétique point de départ, où l'univers en entier se retrouve soumis à des conditions aussi infernales que celles qui règnent au cœur des étoiles. Et là, vous imaginez bien que si l'univers a été momentanément et entièrement chauffé à plusieurs centaines de millions à milliards de degrés lors des toutes premières minutes de son existence, cela a eu des conséquences. Des conséquences absolument extraordinaires sur le cosmos et que la théorie du Big Bang est capable de prédire et d'expliquer. Et comme toutes les idées excitantes, celle de la troisième preuve se mérite. Et vous verrez qu'une fois arrivé à son sommet, et après avoir un peu transpiré des neurones, la vue est absolument vertigineuse. N'abandonnez pas maintenant. Avant toute chose, il faut que je vous touche quelques mots sur la façon dont la matière est fabriquée dans l'univers. En commençant par un constat étonnant. Il n'existe, au moment où je vous parle, qu'un seul et unique phénomène qui, dans l'univers, est capable de transformer de grandes quantités d'éléments atomiques en d'autres, de créer de nouveaux éléments. Ce sont les processus de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur de toutes les étoiles de l'univers. Car seules des températures de plusieurs millions à milliards de degrés, conjuguées à une extrême densité, est capable de détruire certains atomes et d'en créer d'autres qui n'existaient pas auparavant. Ce processus de complexification de la matière qui a lieu actuellement dans toutes les étoiles de l'univers porte le nom de nucléosynthèse stellaire. Et c'est à lui que l'on doit l'existence d'une grande partie des éléments atomiques qui vous entourent et qui vous constituent. Mais la nucléosynthèse stellaire est incapable d'expliquer la présence en des quantités absolument effarantes des éléments les plus simples que l'on retrouve dans le cosmos, tels que l'hydrogène, qui représente en masse près des 3/4 des atomes dans l'univers, mais n'est pourtant pas fabriqué dans les étoiles, qui l'utilisent disons comme élément de base pour briller durant la première partie de leur existence. Vous voyez venir le problème,
Si les éléments atomiques complexes sont fabriqués par les étoiles à partir d'éléments atomiques simples que ces dernières sont incapables de former, qu'est-ce qui les a fabriqués, eux? Eh bien, je vous le donne en mille. Si vous avez un univers qui, pendant un court instant, est soumis à des conditions semblables à celles qui règnent au cœur des étoiles, avant de refroidir brusquement du fait de l'expansion rapide de l'espace, alors vous vous retrouvez, une fois que cet univers est sorti de son état, où les particules étaient portées à plusieurs millions à milliards de degrés, avec une composition atomique très particulière. Une composition qui correspond précisément à celle que l'on observe dans les toutes premières étoiles de l'univers. En effet, lorsque l'on pointe nos télescopes en direction des plus vieilles étoiles du cosmos, dont la composition nous est donnée par la lumière qui nous en parvient, on constate que celles-ci sont très différentes de celles plus récentes telles que notre Soleil, et qui s'étant formées à partir des nuages de matière éjectés par des générations d'étoiles précédentes, sont enrichies en éléments atomiques complexes. Et quand je dis que ce processus de fabrication de nouveaux éléments qui a eu lieu à proximité du début des temps est capable de nous donner avec une précision absolument désarçonnante et inégalée la composition de l'univers au moment où les toutes premières étoiles se sont formées, je pèse mes mots. Jugez plutôt, lorsque l'on applique les lois de la physique des particules à un univers en expansion qui serait resté quelques minutes dans un état proche de celui qui règne au cœur des étoiles, avant que la température ne redescende en dessous du point de fusion et de formation de nouveaux éléments. On se retrouve en sortie avec un cosmos constitué à 73,9% par de l'hydrogène, ce qui correspond précisément aux proportions que l'on observe pour l'élément atomique le plus abondant de l'univers. On se retrouve également avec un peu moins de 24% d'hélium, ce qui correspond aux proportions que l'on observe dans les premières étoiles de l'univers. Alors que l'hélium est un élément que les étoiles n'ont absolument pas pu contribuer à fabriquer dans de telles proportions, car il leur faut des durées de temps vertigineuses pour commencer à le forger. Par exemple, notre Soleil, qui en est à près de 5 milliards d'années d'existence, n'est toujours pas suffisamment chaud en son centre pour avoir commencé à en forger. Peut-être encore plus surprenant, la théorie du Big Bang prédit qu'actuellement dans la nature, un atome d'hydrogène sur 50 000 est de type deutérium. C'est-à-dire que son noyau est légèrement plus lourd, car enrichi d'un neutron, ce qui correspond aux proportions que l'on observe, 1 sur 50 000. Cela peut vous sembler dérisoire, mais cela fait tout de même du deutérium, le 7e élément le plus abondant de l'univers. Or, les atomes de deutérium font partie des plus fragiles et se montrent incapables de résister aux conditions régnant dans les étoiles, qui les détruisent à grands coups de réaction nucléaire, dès que la température dépasse le million de degrés. Pour qu'ils puissent exister dans de telles proportions, il faut nécessairement que l'univers soit passé par des températures infernales avant de brutalement refroidir. Et cela ne s'arrête pas là. En fait, la proportion de tous les éléments atomiques présents dans les premières étoiles de l'univers, tels que le lithium, le beryllium ou encore le bore, et que l'on est capable de mesurer en étudiant la lumière nous en parvenant, correspondent pratiquement à la virgule près aux valeurs prédites par la théorie du Big Bang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour vous donner une image du tour de force réalisé, c'est un peu comme si, en observant un plat à plusieurs mètres de distance, et sans même l'avoir goûté ou senti, l'on soit capable d'en déduire précisément les ingrédients, le temps de cuisson, la nature et la puissance du four utilisé, et ce 13,8 milliards d'années après que le dit plat en soit sorti. Bref, avec sa capacité à expliquer et prédire avec autant d'élégance et d'efficacité la composition du cosmos primitif, la nucléosynthèse primordiale, c'est le petit nom donné au processus de fabrication des nouveaux éléments lors des tout premiers instants de l'univers, et la troisième grande preuve qui soutient l'édifice de la théorie du Big Bang. Et il est amusant de penser que la totalité des atomes d'hydrogène qui participent à vous constituer, et comptent en nombre pour près de 63% de tous ceux que l'on retrouve dans votre corps, se sont formés à proximité du début des temps. En d'autres termes, une grande partie de la matière qui est actuellement en vous est presque aussi vieille que le cosmos, s'étant formée alors que l'univers n'était âgé que de quelques minutes tout au plus. Je vous avais promis que la vue allait valoir le coup. Et maintenant qu'on a atteint le sommet, on va pouvoir reprendre notre plongée. Car étrangement, il nous est toujours possible de continuer à rembobiner l'univers étant donné que la température de plusieurs milliards de degrés, qui sévit au moment de la nucléosynthèse primordiale, reste absolument dérisoire au regard des valeurs que nous sommes capables d'atteindre dans nos accélérateurs de particules, en propulsant à des vitesses proches de celles de la lumière,
des noyaux atomiques les uns contre les autres. Les expériences effectuées au LHC nous permettent en effet d'étudier le comportement de la matière lorsqu'elle est chauffée jusqu'à 5500 milliards de degrés, reproduisant ainsi à très petite échelle des conditions semblables à celles qui régnaient au cours des premiers millionièmes de seconde après le Big Bang. Et pour s'aventurer au-delà de la limite de ce que nos expériences de physique sont capables de reproduire, et tenter de remonter encore plus loin, on dispose des cerveaux des humains et des théories qu'ils ont produites, et qui jusque-là nous accompagnaient et prennent désormais seuls le relais. En triturant les équations de la physique théorique, l'on est en mesure de remonter jusqu'aux conditions régnantes, lorsque l'univers n'était âgé que d'à peine 10 puissance moins 32 secondes, et que toute la partie que l'on peut en voir était contenue dans un volume de l'ordre de la taille d'un grain de sable. Au-delà, notre compréhension des lois fondamentales de la nature se met à vaciller, et celles-ci commencent à perdre leur capacité à décrire ce qu'il se passe, jusqu'à ce que l'on se prenne un mur que l'on a baptisé le mur de Planck. Car à pousser l'univers dans ses derniers retranchements, à remonter toujours plus loin dans le temps, on finit par atteindre le point où rien de véritablement solide n'existe encore. Nos théories nous disent que pratiquement toute la masse de l'univers est alors sous la forme d'une énergie colossale, et lorsque la température affiche au compteur quelques 100 000 milliards de degrés, et que la totalité de l'univers observable tient dans un volume des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome, on se retrouve face au vertigineux mur de Planck, qui se situe lui précisément à 10 puissance moins 43 secondes, après le temps zéro. Et j'imagine que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'il se cache de l'autre côté du mur. C'est également mon cas et celui de dizaines de milliers de scientifiques à travers le monde, mais personne ne le sait, car le mur de Planck est tout simplement l'instant à partir duquel nos équations s'effondrent. Ce mur est donc une limite, qui n'est pas l'instant zéro, et celui-ci, si tant est qu'il existe, reste aujourd'hui encore inaccessible. La physique théorique est capable de décrire ce qu'il se passe à proximité, mais pas au niveau et encore moins au-delà de cette frontière, qui reste infranchissable. En fait, quand on parle du Big Bang, on ne parle jamais véritablement des premiers instants de l'univers au sens fort, car vous ignorez ce qui se trouve entre l'hypothétique temps égale 0 et le moment où l'univers avait 10 puissance moins 43 secondes. Lorsque l'on rembobine l'histoire de l'univers, aussi loin que l'on puisse remonter, la bande s'arrête toujours inévitablement, alors que le film avait déjà commencé. Ainsi, la théorie du Big Bang ne nous parle pas vraiment de la naissance de l'univers, car rien ne nous permet d'affirmer que derrière le mur se cache son début. Pour savoir à quoi ressemble ce qui se planque probablement de l'autre côté de ce rideau, il nous faudrait disposer de théories physiques n'existant pas encore aujourd'hui. Mises au pied du mur, notre compréhension des lois de la nature, nos équations, nous disent que le temps et l'espace n'y sont pas définis, et que la densité et la température tendent vers l'infini, en donnant naissance à ce que les physiciens appellent une singularité, une prise de tête. Si bien qu'à son niveau, là où toutes les distances tombent théoriquement à zéro, vous pouvez vous pencher au chevet de la relativité générale qui s'y est brûlé les ailes, en entrant en conflit avec la mécanique quantique, et mettre à la poubelle tout ce que vous pensiez savoir du réel, le bon sens, votre cerveau, les concepts de début et de fin, et la poubelle. Et entre chaque mot des phrases précédentes, vous tapez la tête contre le mur de Planck, tout en compatissant avec ceux qui travaillent sur le sujet. Et si vous trouvez ça frustrant de ne pas savoir ce qu'il y a au tout début de l'histoire, vous pouvez vous consoler en vous émerveillant que quelque chose d'aussi petit qu'un cerveau humain est fabriqué à partir de particules fondamentales qui étaient déjà présentes au moment du Big Bang, et réussit par la seule force de sa pensée à remonter aussi loin. En dépit de la présence de ce mur, qui n'est en soi qu'une sorte de démarcation de la limite de nos connaissances, aussi ahurissante et contre-intuitive que soit la théorie du Big Bang, toutes les observations faites à ce jour vont dans son sens, et nous prouvent que l'univers est passé par un état extraordinairement chaud et dense. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'idée qu'après des décennies d'accumulation de preuves, le Big Bang fasse aujourd'hui l'unanimité parmi les scientifiques, alors que le côté invraisemblable de cette théorie l'a pendant un moment rendu difficile à accepter. La morale de cette histoire, c'est que la nature, avec un N majuscule, l'univers si vous préférez, n'a que faire de ce que l'on pense être vrai, et les idées les plus difficiles à avaler puis à digérer sont parfois les plus délicieuses. Et là, permettez-moi d'ouvrir une toute petite parenthèse. Je vois déjà par avance fleurir sous cette vidéo des commentaires, souvent écrits avant de l'avoir regardée, du style « Oui c'est qu'une théorie », sauf qu'en science, le mot théorie n'a absolument pas le sens qu'on lui prête souvent
dans la vie de tous les jours. C'est un système d'hypothèses cohérentes les unes avec les autres, un ensemble de connaissances vérifiées et de règles logiques qui s'articulent pour expliquer ce que l'on observe. Ainsi, la théorie de la relativité générale, celle de l'évolution ou du Big Bang, sont parmi les systèmes de pensée les plus robustes jusqu'ici jamais produits par l'esprit humain. Ils ont été mis à l'épreuve par des décennies d'expérience et d'observation, et sont capables de rendre compte de pratiquement tout ce que l'on observe dans leurs domaines respectifs. Et si vous voulez les faire vaciller, va falloir aller un peu plus loin qu'un commentaire sous une vidéo YouTube. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres preuves observationnelles que celles que j'ai citées, et qui concernent les tailles et les formes des structures du cosmos aux grandes échelles, ou la physique des particules. Et si le sujet vous intéresse, foncez vous plonger dans les ouvrages de Jean-Pierre Luminet. Une dernière chose, dans cet épisode, j'ai volontairement emprunté quelques raccourcis et me suis laissé aller à quelques licences poétiques. On se refait pas. Et dans l'espoir de me faire pardonner, dans une prochaine vidéo, on ira s'attaquer aux idées fausses qui gravitent presque toujours autour de l'image que l'on se fait du début des temps. Et j'essaierai de vous montrer qu'au-delà des preuves, l'histoire qui nous est racontée par le Big Bang est sûrement encore plus déboussolante que ce que vous pensez. D'ici là, l'univers vous remercie d'avoir consacré plus d'une demi-heure de votre vie aux tout premiers instants de sa longue existence. Vous pouvez désormais refermer Internet et sauter par la fenêtre, à moins que ce soit l'inverse. Et avant de finir par toucher le sol, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, et si le cœur vous en dit, à soutenir cette chaîne sur Tipeee.